Bienvenue dans Planet is the Limit, le podcast d'éducation et de sensibilisation aux limites planétaires. Moi, c'est Loïc. Avec ce podcast, je vous embarque à la rencontre de scientifiques et de spécialistes qui vont nous aider à mieux comprendre l'écosystème dans lequel on vit, comprendre les bénéfices qu'il nous apporte et voir comment ça impacte concrètement notre qualité de vie sur Terre. Dans cet épisode, mon invité c'est Adélaïde Charlier. Elle est militante belge à l'initiative des Marches pour le climat. Aujourd'hui, elle a cofondé The Bridge, une association qui veut créer des liens entre les citoyens, les scientifiques et les décideurs économiques et politiques. Je la rencontre aujourd'hui parce qu'elle a approfondi le sujet des polluants éternels, l'occasion de parler des PFAS, mais aussi de l'importance de l'engagement citoyen. Bonjour Adélaïde, merci de venir sur ce podcast. Merci à vous, quelle belle invitation. Et donc du coup, on fait toujours le même rituel pour se présenter. Okay. Et tu l'as déjà peut-être vu un peu derrière moi. J'ai un peu regardé, ouais. Pauline a fait un dessin de ton parcours. Wow. Et l'idée, c'est que tu puisses regarder et nous dire émouvant. Un petit peu ce que ça t'évoque. Waouh. Déjà, c'est hyper émouvant. Genre vraiment. Ah, mais c'est fou. Il y a vraiment beaucoup de détails de ma vie. Je suis trop contente qu'il y ait la natation, qu'il y ait la piscine. Ah, c'est fou, genre vraiment, en vrai, c'est hyper touchant. Genre, je vais pleurer. Il y a de tout, Enfin, je décris un peu. Ouais, tu peux décrire, tu peux utiliser le dessin pour décrire ton parcours. Ouais, du coup, de base, je suis namuroise. Avant de devenir ado, j'ai débarqué à Hanoï, au Vietnam, avec ma famille. Donc, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Et donc, c'est une partie très importante de ma vie parce que là-bas, je pense que vivre à un jeune âge, loin de chez soi et dans une culture hyper différente, dans un monde différent, c'est apprendre déjà à vivre en dehors de son quotidien, de ses propres valeurs peut-être, de sa propre culture. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et là-bas, on parlait déjà donc, des règlements climatiques, de l'impact que ça avait sur le Vietnam. Donc ça m'a beaucoup impacté, je pense, sans le savoir. Et là-bas, j'ai fait beaucoup de natation. D'où l'Adélaïde qui est en maillot, là, ici. Et c'était hyper, hyper important pour moi. Et la natation, le sport est en fait essentiel pour moi, mais je peux pas beaucoup en faire à cause de l'activisme pour le moment. Donc, j'ai décidé que l'activisme était devenu mon nouveau sport. Donc, si un jour, les Jeux Olympiques veulent en faire une compétence sportive, ça serait hyper drôle. Parce qu'on serait plein à gagner plein de choses. plein de médailles. Et puis, donc, qu'est-ce que je vois d'autre ? Quand je suis rentrée du Vietnam, j'ai été à l'école à Herpan, en Belgique, près de Namur. Et là-bas, je me souviens... Donc, c'est un peu à ce moment-là que ma conscientisation s'est vraiment créée parce que je pense que le décalage énorme entre le Vietnam et la Belgique, surtout en termes d'éducation, l'éducation que j'ai eue à Hanoï et l'éducation que j'ai eue à Namur étaient hyper différentes. On ne parlait pas du tout, par exemple, de dérèglement climatique, mais aussi de la pauvreté dans le monde. On ne parlait pas d'inégalité. Il y a eu plein de choses qui n'étaient pas présentes dans mon éducation ici à Namur, que ça m'a hyper perturbée. Et peut-être inconsciemment au début, du coup, j'ai cherché à continuer à me nourrir de cette éducation-là qui me manquait. Donc, j'ai rejoint les groupes Amnesty, les groupes Oxfam, Ecoteam et tout, qu'il y a dans les écoles. Mais à chaque fois, c'est en plus, quoi. C'est pas dans le cadre scolaire, pas dans le parcours. Et du coup, suite à ça, j'ai commencé à être assez consciente et j'ai commencé à vouloir m'engager, en tout cas au sein de l'école, c'était très, très présent. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'on pouvait s'engager en dehors des murs de l'école. Et ça, c'est grâce à Greta, c'est grâce aux réseaux sociaux, de voir qu'il y a énormément de jeunes qui commençaient l'activisme, les grèves pour le climat. Et donc, j'ai pété les murs de l'école et j'ai commencé à aller m'engager dans les rues de Bruxelles, à co-organiser les grèves pour le climat. Et dans ce contexte-là, je faisais ma dernière année à l'école à Namur. Et il y a un voyage scolaire qui est hyper important. Tout le monde attend ça depuis des années. Et c'est d'aller en Grèce. Et vraiment, c'est genre le voyage. Mais chaque année, ils y vont en avion. Et là, j'étais en mode, mais moi, je ne peux pas aller en avion. C'est mort. Donc, je me souviens que j'ai fait un peu une discussion très animée avec l'école pour m'assurer de pouvoir aller en train. Ce que j'ai fait, il y avait plein d'autres jeunes qui voulaient le faire aussi. Mais on va dire qu'on a été un peu arrêtés dans notre élan. Ce qui est dommage, je trouve. Mais quand même, c'était incroyable comme expérience de commencer à voyager d'Europe en train, ce que j'ai continué à faire après. J'ai continué à faire ça cette année-là en allant
jusqu'à normalement la COP 25 au Chili, en traversant l'Atlantique en voilier, où j'étais d'ailleurs très, très, très malade. J'ai vomi tout le long. Et ce qui est très compliqué, il est marqué dans le dessin, donc c'est fou, c'est trop fort, c'est que quand on était en plein milieu de la traversée de l'Atlantique, la COP, donc cette grande conférence pour le climat organisée chaque année par les Nations Unies, elle a été annulée. Mais il faut vraiment savoir que c'était à même pas un mois de la COP. C'est très, très rare. Et nous, on était en plein milieu de l'Atlantique avec cette mission d'arriver sur place de Amsterdam jusqu'à Santiago sans monter dans un avion, quoi. Donc, le projet était dingue, était énorme. Donc, vous pouvez imaginer nos visages quand on voit que la COP est annulée. On se dit on va garder le cap vers l'Amérique du Sud parce que ces genres de conférences, ça s'organise par région géographique. Et du coup, on s'est dit ça va être quelque part en Amérique du Sud. Quelques jours plus tard, on reçoit par satellite un petit message qui nous dit en fait, ça sera à Madrid. Du coup, ça, c'était un peu dur parce que ça faisait des semaines que j'avais quitté Namur, qui est à seulement même pas un jour de train de Madrid. Et là, je vomissais mes tripes pour aller au Chili et il n'y avait pas de COP. Donc, c'était un peu compliqué. Mais donc, on a été très, très tristes. Ça a été très dur. Mais on a beaucoup appris de ce changement parce qu'au final, on a quand même été en Amérique du Sud, on a quand même été au Brésil. Et là, on a assisté à une conférence hyper importante pour moi qui réunissait les peuples autochtones du Brésil, certains de leurs leaders, certains scientifiques brésiliens et des activistes qui venaient du monde entier. Et on a passé plus de 10 jours ensemble. Et on a commencé à créer des coalitions et à voir les liens entre la défense de leurs droits en tant que peuple autochtone, la biodiversité et le climat. Et moi, c'est vrai qu'au début de mon activisme, j'étais très, très centrée sur le climat en mode le plus grand problème, c'est le CO2 et c'est tout, quoi. Ouais. Et en arrivant là-bas, j'ai eu un peu quelques claques en me disant « Ok, c'est beaucoup plus large que ça. Il faut commencer à faire des liens entre les luttes. » Et donc, la jeune Adé, à 18 ans, dans la forêt amazonienne, a eu quelques claques de leçons. Et quand je suis revenue en paquebot en Belgique, je me suis dit, OK, il faut plus jamais lâcher l'activisme, il ne faut plus jamais lâcher la force et le privilège de pouvoir s'engager, de pouvoir avoir un impact ou pas, peu importe quelle taille il a cet impact. Et donc, voilà, depuis, j'ai jamais lâché. Et il y a même mon petit chien, j'ai l'impression de beaucoup parler, je suis désolée. Ah. mais il y a mon chien qui est sur la photo, ça c'est dingue aussi, sur le dessin. Je suis très contente de voir mon chien ma jeune qui s'appelle Artemis et qui est là toujours pour me soutenir quand j'en ai besoin. C'est super. Il faudra remercier le travail de recherche qui a été fait par Stéphanie et le beau dessin par Pauline. Merci Pauline. Et naturellement, incroyable. Tu peux le garder. Je vais clairement l'afficher. Alors du coup, c'est vrai, pour rebondir sur quelques sujets que tu as abordés, moi, dans le parcours, j'avais fait pas mal le lien avec le train, parce que ça a été un de mes grands chantiers quand je suis dans le cadre de ma société, quand je suis arrivé et que j'ai dit maintenant prends plus l'avion, les gens ont regardé un petit peu comme ça. Comment les gens ont réagi? Au début un petit peu quand même sceptique. Après c'était quand même en cohérence par rapport à notre activité, mais ce que je pense que moi, ce que j'ai découvert en premier, c'est que en fait j'étais 10 fois plus productif dans le train que dans un avion. Donc quelque part j'avais plus l'impression de perdre mon temps. Et je me souviens aussi qu'en fait, on peut voyager autrement, dans le sens où quand tu as une destination finale en train, tu as quand même plein de destinations intermédiaires. Et je me souviens de moments où je revenais justement de Rome en train et je me suis arrêté en Suisse. Et j'avais quand même pas mal de temps entre mes deux trains, donc j'ai pu sortir et visiter, je crois que c'était la ville de Bâle. C'était super cool, quoi. Donc je pense que quand on découvre, il y a moyen aussi de changer des idées reçues sur la rapidité de l'avion et la productivité qu'on peut éventuellement, soi-disant, perdre dans le train. Et moi, un truc que j'adore dans le train, c'est vraiment les rencontres. Et c'est fou, les rencontres que j'ai déjà faites dans le train. J'ai découvert des personnes incroyables. Et aujourd'hui, j'ai déjà des amis qui sont basés à Bruxelles, mais on s'est rencontrés dans le sud de l'Italie en remontant vers Bruxelles. C'est des folies, mais les rencontres sont incroyables parce que c'est une autre manière de voyager.
Et c'est une force de dingue de pouvoir faire ça à travers le train. Tu viens de m'apprendre déjà quelque chose de nouveau, parce que moi, le train, je l'utilise justement pour mettre mes écouteurs, me mettre dans ma bulle, et alors surtout, personne ne me dérange. Ce qui est aussi en avantage, on peut aussi faire ça. Je vais prendre le c'est tip. Mon côté hyper social qui ressort. J'adore parler aux gens. C'est super. Et alors, du coup, l'autre chose que tu as dit que je trouvais super bien, c'était... parce que finalement, c'était aussi l'initiative du projet ici, le fait qu'on parle beaucoup de climat, de CO2, et même moi, dans mon entreprise, on me demande de faire un bilan carbone. Je dis, mais enfin, ok pour faire le bilan carbone, mais finalement, c'est qu'une partie du puzzle. Il y a d'abord d'autres frontières planétaires, et puis il y a le côté aussi que tu viens de me mentionner, le côté social, etc. Donc en fait, on voit que tous les sujets sont liés. Et c'est assez drôle, parce que justement pour parler, enfin c'est pas drôle du tout, mais pour parler des limites planétaires, souvent les gens comprennent pas trop pourquoi je m'intéresse à d'autres sujets que le climat, que la question de CO2 ou de méthane peut-être. Mais les gens comprennent pas trop si je suis activiste qui revendique la justice climatique, pourquoi je viens commencer à parler d'autres sujets qui, oui, peut-être impactent l'environnement ou qui impactent notre santé, mais c'est pas lié au climat. Et donc, d'où pour moi, surtout en sachant que, en fait, la limite du climat n'est même pas celle qui est la plus dépassée. Donc, c'est ça qui est aussi fou. C'est vraiment la biodiversité, par exemple, beaucoup plus dépassée que celle du climat. Et donc, ne parler que de climat, c'est se restreindre à un petit bout du problème. Et si on regarde que ça, en fait, on est aveugle sur le reste et on va se faire manger, et on se fait déjà manger par les autres limites qui sont complètement dépassées. Et donc, c'est vraiment essentiel d'avoir cette vision-là. Et je peux vous assurer que déjà dans le débat public, ça, tout le monde peut le voir, c'est pas du tout quelque chose qu'on entend assez suffisamment. Mais dans le débat politique, ça a un impact énorme de pas parler de ces 9 limites planétaires, parce que du coup, on a des solutions, des propositions de loi qui sont vues comme des solutions, ou en tout cas qui n'ont pas une vision holistique. Et du coup, il y a cette idée que, je me souviens très bien, l'année dernière, c'était une grande opposition entre est-ce qu'on doit d'abord défendre le climat ou d'abord défendre la nature. Et c'était vraiment opposé, comme si c'était deux sujets très, très, très différents. Et du coup, on avait le président français, puis notre Premier ministre en Belgique qui disait d'abord, on va résoudre le dérèglement climatique, et après, on verra pour la biodiversité. Et c'était en mode, wow, ça n'a aucun sens de voir les choses comme ça. C'est vraiment, il n'y a pas de hiérarchie. Et souvent, même s'il y a une hiérarchie, alors déjà, la biodiversité est en top. Mais surtout, on peut très bien mettre des politiques face à la limite planétaire de la biodiversité qui va engendrer positivement celle sur la limite planétaire du climat. Et donc, cette vision-là j'utilise cet exemple pour dire que cette vision n'est pas du tout présente dans la sphère politique. En tout cas, c'est assez rare, pas du tout dominée. En tout cas, c'est pas du tout une vision dominante. Et d'où l'intérêt vraiment de parler de toutes ces limites ensemble, englobées, et aussi et surtout quand on parle de solutions à mettre en avant, qu'elles soient individuelles, collectives, politiques, dans les entreprises, etc. La vue systémique, et on voit de toute façon qu'elles s'influencent toutes les unes les autres, donc ça a beaucoup de sens. Avoir cette vue systémique, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, aujourd'hui, on va parler quand même d'un sujet en particulier qui sont ce qu'on appelle les nouvelles entités. Il y a 9 limites / frontières planétaires. Et il y en a une qui s'appelle les nouvelles entités. Est-ce que tu sais nous en parler, nous dire à quoi ça consiste? Il y a du coup différentes pollutions en fait de la Terre, entre autres. Et donc, on va retrouver ici aussi ce qu'on va appeler maintenant aussi des polluants éternels, on les appelle comme ça parce ils ont été créés par l'homme, et du coup, ils sont incassables naturellement, en fait. Ils vont jamais disparaître naturellement. C'est l'homme qui doit intervenir pour faire ça. Et c'est une pollution chimique énorme, colossale, qui impacte la santé des humains, qui impacte l'environnement. Moi, j'avais vu un chiffre qui m'avait vraiment choqué. C'était, on a réussi à créer 350 000 entités chimiques. Et dont la majorité ne sont pas réglementées. Donc, oui, en fait, c'est ça. Donc, en fait, il y a plusieurs chiffres parce que c'est tellement, gigantesque. Et donc, en tout cas, c'est gigantesque. Et aujourd'hui, je pense que dans les certaines régulations qu'on a, et encore elles ne sont pas assez présentes, on est plutôt autour de 20
des polluants éternels, donc PFAS, qui sont en fait réglementés. C'est rien du tout. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y en a des milliers d'autres qu'on a du mal à identifier. Et en fait, la différence, elle est chimique. Donc, c'est littéralement de savoir combien quelle est la longueur de la chaîne des PFAS chimiques. Et donc, on réglemente les plus longues chaînes, entre guillemets. Mais en fait, il y a des polluants, des substances qui sont tout aussi toxiques, tout aussi, comment je pourrais dire, dangereuses, en fait, pour la santé et pour l'environnement, et qui ne sont pas régulées parce que c'est très compliqué à analyser. Parce que aussi le lobbying, on peut élaborer toutes les raisons pour lesquelles elles ne sont pas réglementées aujourd'hui, sans sous-estimer la complexité aussi du problème. Mais donc oui, il y a énormément de substances. Ce n'est pas qu'une. On ne peut pas parler de polluants éternels comme s'il y en avait un et on dit on l'interdit et c'est fini. C'est beaucoup plus profond que ça. Avant, on parlait de PFAO. Donc ça, c'est une première substance chimique de polluants éternels. Elle a été interdite, réglementée, done. Et du coup, depuis, l'industrie chimique a développé une nouvelle manière, évidemment, de pouvoir avoir utilisé cette substance qui est magique, en fait, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'utilise de manière industrielle. Ça permet de faire tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est imperméable quand il pleut. On a besoin de ces substances chimiques qui s'appellent PFAS. Avant, on utilisait les autres. Aujourd'hui, du coup, ils ont développé des PFAS qui sont, en fait, juste un autre problème. Ça, on a remplacé un problème par un autre qui est tout aussi toxique aujourd'hui. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, ça va être de réguler pour s'assurer qu'on ne retombe pas dans, en fait, une nouvelle formule chimique magique qui nous impacte tout autant. Donc ça, c'est là toutes les complexités de la réglementation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne réglemente pas assez. Ça, c'est 100% sûr aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut donner des exemples de comment ces nouvelles entités, ces composants chimiques nous impactent, nous, en tant qu'individus? Et peut-être juste pour introduire le sujet, moi, il y a quelque chose qui m'a rendu malade. On a reçu un courrier, nous, au niveau de la commune, en disant que le réseau d'eau, c'était pas le nôtre, mais celui qui était de la ville juste à côté, était contaminé au PFAS. Il faut savoir que moi, je bois quasiment que de l'eau du robinet. Ouais, moi aussi. Et je me dis, mais mince, en fait, j'ai jarté les bouteilles en plastique pour me dire, comme ça, je pollue moins. Pour me dire qu'à la fin, je retrouve des composants plastiques dans l'eau que je bois du robinet. Donc, ça m'a rendu... Ouais, donc c'est pas du plastique ici, mais c'est d'autres types de polluants. Et donc, on choisit son polluant. Soit on prend les microplastiques, soit on prend les PFAS. À vous de choisir. Dans les deux cas, c'est cancérigène. Donc, c'est un peu horrible. Mais c'est ça l'impact, en fait. C'est un impact sur la santé. C'est un impact direct. Donc, sur l'environnement et la santé. Les deux. Et donc, pour... parler de la santé, c'est un impact. Déjà, il faut noter qu'on a analysé que 99% des personnes dans le monde sont contaminées avec ces polluants éternels, ces PFAS. Donc, en fait, la majorité d'entre nous, la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, sont contaminées au PFAS. Donc ça, c'est extrêmement inquiétant à partir du moment où on sait que ça a un impact sur les cancers qui peuvent être développés dans notre corps. Ça a un impact sur aussi l'expulsion qu'on peut créer de certains vaccins. Je veux dire maintenant, au moment où on sort, maintenant ça fait quelques années, mais quand même du Covid, où on était tous en mode tout le monde se vaccine. Si on commence à rejeter ce type de vaccin, c'est hyper inquiétant. Donc en fait, ça a un impact colossal sur notre corps et ça engendre des maladies très, très sérieuses. Et donc ça, c'est le risque direct pour notre santé. On peut faire un lien, je ne sais pas si les experts seraient d'accord avec moi, mais donc avec les microplastiques, comme vous le disiez sur les bouteilles en plastique, on essaie de ne pas en boire. On sait si on prend une bouteille en plastique, il ne faut pas la réutiliser comme une gourde parce que sinon il y a des microplastiques qui s'installent et ça a un impact sur notre santé. Mais du coup, ici, ça va être vraiment avec la même chose avec les PFAS, sauf qu'on peut vraiment rien contrôler. Dans ce verre d'eau, il y a probablement des PFAS. C'est extrêmement inquiétant parce qu'il y a un moment donné, il faut que je bois de l'eau. Il y a sûrement des PFAS aussi. Si je m'étais maquillée ce matin, il y aurait eu des PFAS dans mon maquillage. Donc, il y a vraiment des PFAS partout. C'est parce que c'est une substance magique, mais extrêmement toxique. Et donc là, la difficulté, ça va être de se dire, si on veut, honnêtement, pour des questions de coûts de santé, donc ça va être des coûts publics, donc en termes de l'économie, il y a une chercheuse qui expliquait, elle s'appelle Ling, chercheuse Ling, qui expliquait qu'il n'y a pas assez d'argent sur Terre aujourd'hui pour pouvoir
résoudre les PFAS, pour pouvoir les dépolluer, Pour dépolluer tous les PFAS sur Terre, il n'y a pas assez d'argent sur Terre. C'est hyper problématique. C'est pour illustrer la grandeur du problème aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut faire, avant de même pouvoir parler de dépollution, c'est de couper à la source le problème, c'est-à-dire arrêter d'en produire. Et là, on rentre dans les couloirs du Parlement européen, du lobbying, etc. Parce qu'évidemment, la question d'interdire de produire ces PFAS, ça devient des questions économiques. On commence à poser la question, c'est quoi les alternatives, etc. Et donc, on rentre dans des enjeux très politiques, en fait, au final. D'où la raison pour laquelle je pense que tout est littéralement politique. Mais donc ici, on parle vraiment dans des plus grands sujets de santé humaine, genre littéralement. Et on n'a pas de solution. Il y a très peu de solutions. Et on a très peur d'interdire tous les polluants. Donc, on interdit les quelques grands, mais on ne va pas interdire les milliers de PFAS qui existent. Et pourtant, c'est ça qui est nécessaire. Et là, c'est la bataille qu'on va commencer maintenant, parce qu'on veut pouvoir avoir en fait une interdiction globale, éternelle. Donc, ça veut dire une interdiction de tous les PFAS, tous les milliers qui existent. C'est pas possible de pouvoir les mettre sur le marché. Ça, c'est l'idée de la réglementation. Et ça va être quelques années de combat pour atteindre juste ce type de réglementation aujourd'hui, qui a un impact colossal sur... C'est pour notre santé qu'on le fait. C'est vraiment... On a zéro intérêt, à part pour notre santé et pour l'environnement. C'est les seuls intérêts d'interdire ces PFAS. C'est parce que c'est une question littéralement de santé publique. Et pour l'environnement, que je comprenne bien, c'est finalement un impact direct sur notre santé, parce que si ces composants-là se retrouvent dans l'environnement... Dans l'eau, dans les sols, du coup, pour tous nos agriculteurs, même ici en Belgique, si leurs sols sont contaminés de PFAS, du coup, ce qu'on mange est contaminé de PFAS. Il y a une étude récente qui vient de sortir aux Pays-Bas qui analysait les œufs des poules, mais pas des poules industrielles, donc des poules qu'on a dans notre jardin. Et ces ces œufs-là, sont contaminés au PFAS de manière beaucoup trop élevée. Il disait on ne peut même pas manger un œuf par semaine, sinon on dépasse le taux de PFAS acceptable pour notre corps. Et ça, c'est hyper inquiétant parce qu'on mange beaucoup, probablement plus que... Enfin, par les véganes, mais plus que ça. Et en plus, ce qui est triste, c'est qu'on se dit, c'est génial, c'est les œufs du jardin de ma grand-mère. Enfin, ça ne peut pas être très toxique, c'est hyper toxique. Et donc, c'est ça la question de l'environnement, c'est qu'en fait, c'est tellement présent dans la terre, dans l'eau, qu'évidemment, tout est littéralement contaminé au PFAS. Ça a un impact pour nous en tant qu'êtres humains, si on veut juste rester un peu égoïstement autour de notre santé, mais ça a un impact sur toutes les autres espèces sur Terre aussi. Et donc, à partir du moment où on parlait des limites planétaires et où on sait que la limite de la biodiversité est en train d'être complètement dépassée aujourd'hui, quand on est en train de rentrer dans la 6e extinction de masse, la question des PFAS, de ces polluants éternels, est en train de renforcer encore plus cette limite planétaire, donc de la faire exploser encore plus aujourd'hui. Donc, si on veut même pouvoir résoudre les limites planétaires aussi, les autres, c'est là qu'il y a les liens entre les limites, on doit aujourd'hui résoudre la question des polluants éternels, on doit les réglementer à l'échelle mondiale, parce qu'on en trouve dans ce verre d'eau comme on pourrait en trouver dans la pluie au Vietnam. Donc c'est une question globale, mais comme toutes les limites planétaires. Mais aussi l'Europe et l'Union européenne peuvent avoir un impact colossal dès aujourd'hui en faisant ça. Mais pour être 100% honnête, ça va être un travail de lobbying énorme, vraiment. Et pour bien qu'on comprenne, est-ce qu'il y a des comportements qui induisent le fait qu'on produit ces PFAS? En tant que consommateur individuel, c'est très compliqué parce que ça se retrouve dans vraiment beaucoup d'objets qu'on utilise. Donc, pour utiliser toujours le même exemple de tout ce qui est... Couche imperméable. Couche imperméable, merci beaucoup. Tout ce qui est couche imperméable, littéralement, dans tous les kawés. Donc, il faudrait arrêter d'acheter des kawés. Il faudrait arrêter d'avoir des chaussures imperméables. Arrêter d'avoir des bottes. Je ne sais pas, plein de choses comme ça. C'est vraiment impossible aujourd'hui de trouver des objets qu'on utilise au quotidien sans PFAS. Il faudrait que tous ceux qui se maquillent arrêtent de se maquiller, en fait. Vraiment, du jour au lendemain, parce qu'il y a des PFAS dans ça aussi. Et là, c'est pas une conséquence comme
Dans les œufs que j'expliquais tout à l'heure, les œufs qu'on mange, c'est une conséquence de la pollution de PFAS. Bien sûr. Mais l'utilisation des PFAS est nécessaire aujourd'hui pour énormément de choses, comme le plus connu probablement, c'est le revêtement pour les poêles adhésifs. Donc là, c'est de se dire, ça permet que ça colle pas, que ça soit très facile en cuisine, etc. Ça, c'est un peu l'exemple le plus utilisé pour les polluants éternels. Et donc, c'est pour tout ce genre de choses, d'objets, d'actions individuelles qu'on fait, que les PFAS ont été créés. Donc, il ne faut pas sous-estimer vraiment le produit magique, malheureusement, que c'est. Et c'est la raison pour laquelle l'industrie l'utilise partout et qu'aujourd'hui, on le retrouve littéralement dans tous nos objets. Et ça permet à beaucoup de choses qu'on utilise au quotidien de fonctionner. Et donc, il faut sincèrement retrouver des alternatives qui peuvent exister, qui existent, les experts le démontrent, mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait une volonté. Et ce changement, comme c'est la même chose avec la question de sortie des énergies fossiles, ça demande un changement colossal, ça veut dire un investissement dans notre secteur, etc. Là, c'est la même chose ici. Donc, c'est un coût économique de changer. Mais le coût économique de ce changement est minime comparé au coût de la dépollution des PFAS aujourd'hui, au coût de l'impact de la santé, parce que vraiment on sous-estime et souvent on ne prend jamais ça en compte, le coût de la santé publique à cause de ces polluants éternels. Et donc ces coûts-là, ils sont inimaginables aujourd'hui, tellement ils sont grands, comme j'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour dépolluer tous les PFAS. Ça démontre à quel point vraiment le coût est colossal si on continue aujourd'hui à produire des PFAS. Et moi, ce que je trouve qui a été compliqué dans ce débat-là, moi j'ai beaucoup suivi Camille Etienne, par exemple, elle a fait toute une campagne justement sur les poils. Une campagne successive, la France a réglementé autour de ça. Le lobby d'une marque de poils que peut-être je ne citerai pas, a été très fort parce qu'ils ont réussi à être exclus de cette réglementation-là. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui était compliqué, c'était de pouvoir identifier, comme tu dis, en fait, on les utilise partout, et de pouvoir identifier dans ma maison, par exemple, les objets. Alors, les poils, vous en avez tellement beaucoup parlé que j'ai tout jarté. Non, j'ai même pas jarté parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de mes anciennes poils? Oui, parce que je me dis, si je les jette au container, elles vont pas être traitées. Donc, pour le moment, elle traîne là, elle bouge pas. Mais voilà, je me dis, comment est-ce qu'on peut identifier? Est-ce qu'il y a une liste d'objets avec des alternatives? Oui, il y a des listes d'objets qui existent et on pourrait les partager. Je les ai pas là sous les yeux, mais ça existe. Après, c'est là vraiment l'importance de souligner que c'est impossible de résoudre individuellement la question des polluants éternels. On est trop confrontés aux polluants éternels. Il faudrait s'isoler. Pire que le Covid en fait, parce que même on en a dans notre maison pour pouvoir y faire face. Donc c'est pas humain, enfin c'est pas possible en fait de ne pas être en contact avec les polluants éternels. Et c'est là où on est obligé de venir amener des solutions beaucoup plus systémiques et politiques, mais aussi beaucoup plus larges, donc collectives obligatoirement, parce que on aurait beau, et il faut évidemment éliminer le plus possible d'objets qui contiennent du PFAS dans notre maison, mais la liste est très 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 longue. Et donc on peut le faire, c'est pas pour ça que je dis qu'il faut pas le faire. Je veux dire, c'est comme les questions du dérèglement climatique, tout le monde il faut qu'on fasse nos actions individuelles, elles sont essentielles. Et donc changer nos poils par exemple, faisons-le. Moi je sais que je l'ai fait avec mes colocs et que ça nous a demandé un petit prix et que ça a été compliqué. Que du coup ça demande quand même un certain privilège de pouvoir le faire, un certain budget de changer toute sa cuisine pour ça, puis d'aller acheter le mascara qui a pas de PFAS. Déjà, il faut le trouver. Et quand on demande dans des magasins des mascaras sans PFAS, c'est quand même pas une question qu'on pose souvent. Donc, ça n'existe pas toujours. Mais donc, pour dire que c'est vraiment très compliqué et l'offre, entre guillemets, d'objets sans PFAS n'est pas encore très présente. Et puis après, il y a la question de la dépollution. Donc, même une fois... et c'est pour ça, là, il y a plusieurs solutions de dépollution qui existent. Mais ce que les experts n'ont pas encore trouvé, c'est une fois qu'on a réussi, par exemple, pour filtrer cette eau, une fois qu'on a réussi à la filtrer, on a du coup un verre avec de l'eau sans PFAS et un verre avec les PFAS. Et ben aujourd'hui, on ne sait toujours pas quoi faire avec le verre avec les PFAS. Et du coup, ce qu'on fait pour le moment, c'est qu'on rejette ce verre-là dans les rivières ou dans l'océan.
Mais donc, on continue à contaminer l'environnement de ces PFAS et ça va nous revenir. Ça va revenir parce qu'on est dans l'océan, on est dépendant de tout ce qu'il y a dedans. Et la même chose avec les rivières, etc. Bref. Et du coup, aujourd'hui, on est encore, même dans les solutions pour pouvoir filtrer tout ce qui contient des PFAS comme l'eau, parce que ça, c'est vraiment le plus urgent. On est encore assez limité en termes de recherche, d'où l'importance aussi d'investir massivement là-dedans. C'est un peu négatif la manière dont je parle, mais je vous jure qu'il y a des solutions. Justement, on va y venir, parce que l'idée aussi, c'est de voir comment on peut agir individuellement, collectivement, et voir aussi l'impact que les sociétés peuvent avoir. Individuellement, on voit que, à part des changements de comportement, je pense qu'ils sont nécessaires. C'est peut-être l'enjeu, il est beaucoup plus au niveau du collectif. Et justement, toi, tu es bien placé pour en parler. Mais la meilleure action individuelle, c'est de rejoindre le collectif. C'est de ne rien faire seul, en fait. Et ça, c'est dans tous les cas, dans tout ce qu'on veut résoudre, il faut jamais ou rarement rester seul. Parce que déjà, c'est déprimant. Et surtout, c'est la meilleure manière d'agir. C'est l'action la plus efficace. Et donc là, collectivement, ça serait de se renseigner sur ces polluants internals. C'est hyper compliqué. Et on ne doit pas devenir chimiste, évidemment, avant d'agir, sinon on ne va jamais agir. Mais par contre, on peut rejoindre, premièrement, en allant signer toutes les pétitions qui existent. Ça existe il y a plusieurs pétitions parce qu'il y a différentes actions et réglementations possibles en fonction de différents niveaux de pouvoir, la complexité belge. Mais c'est quand même hyper important d'aller signer ces pétitions parce que, par exemple, nous, on établit pour le moment une stratégie, une campagne d'action autour des PFAS et montrer qu'on est massivement présent, que ce soit à travers une pétition ou quand on fait un appel à l'action ou quand on partage des vidéos et qu'il y a énormément de commentaires, etc. Montrer que la masse est là, ça a un impact parce que ensuite nous, on rencontre les politiciens, on est constamment en contact avec eux, on est constamment en contact avec des entreprises, avec l'industrie chimique aussi. Et donc, on doit montrer qu'on pèse un certain poids vu qu'on n'a pas le poids économique. Ça, on l'a pas. Ça, par contre, l'industrie chimique l'a. Du coup, on doit contrebalancer ce poids économique et la seule manière de le faire, c'est massivement présent en tant que citoyen. Et montrer cette masse, ça sera le seul poids, je pense, qui permettra de faire face au poids économique quand on a des discussions. En fait, on appelle le lobbying, mais c'est pas négatif nécessairement. C'est aussi ici de dire, n'oubliez pas de réglementer les PFAS, quoi. Juste hello. Et là, donc, l'importance du collectif et de s'unir et de montrer qu'on est ensemble. C'est essentiel. Et là, tu dis quelque chose d'intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de se dire entre la situation où je ne fais rien et la situation où je suis dans l'activisme, il y a certainement plein de choses qu'on peut faire. Et tu t'en citais une qui est finalement aller signer des pétitions. On peut se dire des fois, il y a une pétition en plus. C'est vrai que ça prend pas longtemps de la signer, mais est-ce qu'elle a vraiment un impact? Et là, tu es en train de dire, par exemple, ça, qui est une action qui prend pas de temps, elle peut avoir un impact quand même considérable. L'impact des pétitions, ça paraît un peu vieux genre et tout. On faisait ça avant. Non, c'est essentiel. C'est énorme. Parce que je le vois maintenant quand on est en débat ou en discussion, que ce soit à porte ouverte ou porte fermée, si on peut poser sur la table le nombre de personnes en fait qui soutiennent notre discours, qui soutiennent ces demandes, tout de suite ça change la dynamique de la conversation. Si j'ai juste l'air d'une activiste un peu hystérique qui est impatiente de plus avoir de polluants éternels dans son eau, je passe pour la folle de service et du coup il n'y a pas du tout de discussion qui peut avancer. Donc vraiment ça crée une dynamique de pouvoir intéressante autour de la table. Donc il ne faut vraiment pas sous-estimer les pétitions ou d'autres formes de montrer qu'on est massivement présent. Aujourd'hui, nous on utilise beaucoup les réseaux sociaux. On peut être pour ou contre, mais on va utiliser ce moyen d'action parce que ça nous permet d'ouvrir des portes qui n'existaient pas avant. Juste pour donner un petit exemple ici, on a sur une autre campagne sur la question de taxer le kérosène, donc rien à voir. On a réalisé une vidéo qu'on a partagée sur les réseaux sociaux et on a demandé à tout le monde de taguer le commissaire européen qui était en charge de ce dossier. C'est en gros le ministre à un niveau européen.
pour ceux qui suivent pas trop la politique européenne. Et tellement de personnes l'ont fait que la vidéo a été vue par le cabinet de ce commissaire. Et ensuite, on a été en contact avec eux. Et maintenant, on a eu une première réunion. Et maintenant, on est vu comme un stakeholder, comme un acteur clé pour ce dossier-là. Alors que, de base, on n'était personne, entre guillemets. Et là, maintenant, on a ouvert la porte alors qu'on n'était pas invité. On a pris la chaise, on s'est installé. Et donc, c'est hyper important de montrer, à travers cet exemple, que signer une pétition, que de faire un commentaire, que de partager quelque chose en story, c'est évidemment pas genre le plus grand acte d'activisme qu'on pourrait avoir. Et c'est pas ça va changer le monde, mais ça a de l'impact. Parce que pour nous, il y a un suivi derrière. Parce que tout est développé autour d'une stratégie. Et donc cette masse-là, elle nous permet d'avancer en pas un peu plus proche de notre objectif. Et donc jamais sous-estimer l'importance de participer à ce collectif alors qu'on a l'impression que nous, individuellement, on ne va pas changer les choses. Mais en fait, vous faites partie d'une stratégie globale qui est réfléchie. Et donc, si vous y croyez, venez nous rejoindre parce que ça a vraiment un impact énorme. J'ai vu que sur le côté collectif, d'ailleurs, tu as créé une association autour de l'engagement citoyen, etc. Tu sais nous en parler un petit peu parce que c'est un bon exemple. Tout à fait, trop cool. Du coup, après mes études, j'ai créé une association qui s'appelle The Bridge, qui est le pont en anglais, pour faire le pont entre les citoyens et les politiques environnementales, surtout au niveau européen. Parce qu'il faut savoir que 80% des politiques environnementales qu'on vit en Belgique, entre guillemets, qui sont implémentées en Belgique, elles viennent du niveau européen. Et donc la force qu'on a d'être à Bruxelles, c'est de pouvoir se dire nous, on va être un peu les représentants des citoyens engagés à travers l'Europe, ici à Bruxelles. Avec une différence des organisations classiques, c'est qu'on est très centré sur la mobilisation. En fait, on va décrypter ce qui se passe. Donc là, par exemple, sur les PFAS, il y a une réglementation potentielle à un niveau européen. Qu'est-ce qui se passe? Où ça en est? C'est quoi un peu les enjeux? On décrypte ça à nos groupes de citoyens engagés à travers l'Europe, avec qui on est connecté. Donc, on est connecté avec 15 000 citoyens plus ou moins, qui, eux, sont très engagés, qui peuvent, eux, faire de la communication et de l'action dans leur propre pays pour ensuite impacter les politiques européennes. Donc, c'est du décryptage de ces politiques pour mieux les influencer de manière massive et coordonnée à un niveau européen. Je ne sais pas si c'est très logique, mais en tout cas, le but, c'est qu'on soit bien coordonné pour impacter Bruxelles le mieux possible, parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises là-bas. Ouais. Il y avait une question que je me pose aussi, c'est, moi j'ai bien suivi tout ce que vous avez fait quand vous étiez toujours dans le cercle de l'école, c'est-à-dire d'aller faire les manifestations pour le climat, etc. Aujourd'hui, on en voit moins des manifestations, et il y a une logique par rapport à ça, ou c'est parce qu'on se rend compte que, je sais pas, que les médias sociaux ont plus d'impact que d'aller dans la rue, ou Je pense qu'aller dans la rue aura toujours plus d'impact que les réseaux sociaux, en tout cas je l'espère, parce que utiliser son corps physiquement dans une action restera pour moi le centre de l'action, le centre de la manière d'agir et de se rassembler aussi psychologiquement. Ça aide d'être entouré de plein d'autres personnes qui agissent. Aujourd'hui, il y a une diversification totale des moyens d'action. Donc, on ne va pas seulement être activiste parce qu'on organise des grèves pour le climat. En tout cas, moi, c'était comme ça que j'étais au début. J'ai commencé avec les grèves pour le climat. Et ensuite, aujourd'hui, je fais plein d'autres choses qui sont des actions pour impacter les politiques, mais qui ne sont pas des grèves. Parce que c'est un moyen d'action qui est temporaire. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Et je pense que ça a été d'abord difficile pour nous de l'accepter parce que ça a été très mal vu par les médias ou par d'autres de voir qu'on n'était plus massivement dans les rues. Il y a eu plusieurs raisons, entre autres le Covid, mais c'est pas la seule manière d'être en mouvement et d'être en collectif aujourd'hui. Et donc, évidemment que c'est important de se retrouver. Et donc, quand il y a un appel à une grève ou à une manifestation, il faut vraiment qu'on se rejoigne. Mais on a aussi bien compris qu'on ne peut pas faire grève tous les vendredis pendant le reste de notre vie. Et surtout aussi, ça serait normaliser ce moyen d'action-là. Du coup, le diversifier permet de le rendre aussi
encore plus puissant quand on l'utilise. Et donc, ici, maintenant, on a d'autres moyens d'action, aussi des actions plus directes. On a aussi développé le point sur la désobéissance civile, qui est aussi une grande question au sein même des mouvements, qui est un grand débat, même public, qu'on doit pouvoir avoir pour savoir comment on définit la désobéissance civile. Est-ce qu'elle a un impact? Est-ce qu'on atteint nos objectifs avec ça? Mais c'est un pilier qui a été développé aussi dans les multitudes de moyens d'action aujourd'hui. Et je pense que c'est fort, ça, parce que ça permet aussi d'avoir beaucoup plus de personnes dans le mouvement. Si le mouvement, ce n'est que la grève, et c'est essentiel, hein, mais si ce n'est que la grève, on n'aura que les personnes qui se sentent à l'aise avec ce moyen d'action-là. Et pourtant, on doit être beaucoup plus, et on doit être partout. Donc c'est pour ça, pour moi, la force aujourd'hui, c'est de se dire, surtout ne vous inquiétez pas. Si vous ne voyez pas de grève pour le climat dans les rues aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tous très inquiets sur les questions de limites planétaires en général, et qu'on n'a pas tous envie de réelles actions et qu'on a des demandes très concrètes. Et les gens sont en fait soit les mains dans la terre avec leurs super initiatives qui ont des impacts concrets, mais peut-être à plus petite échelle, et d'autres qui, comme nous, se sont dit on va créer une énorme asso, plutôt à un niveau européen, et essayer d'impacter des choses qui ont l'air moins palpables. Et entre les deux, il y a plein d'autres personnes qui agissent. Le spectre est super large, et ça, je pense que c'est un bon message de dire finalement... comme je le disais tout à l'heure, entre ne rien faire et faire la désobéissance civile, qui là pour moi est il y a tellement de choses. Le côté, les deux extrêmes. On peut participer à des pétitions, on peut s'éduquer sur les sujets. Je pense que, comme tu l'as dit, moi je trouve que c'est un enjeu incroyable de pousser ces sujets-là dans l'éducation au plus jeune âge. Finalement, ce que tu as eu au Vietnam, c'est dommage qu'on ne l'ait pas ici en Europe. Et puis évidemment, les mobilisations qui peuvent être dans la rue et aller jusqu'à la désobéissance civile. Donc, en fonction de comment on ressent les choses, c'est vrai qu'il y a toute une multitude d'actions qu'on peut mener. Et puis, repartager aussi les tags. Là, ça aide complètement, vraiment, les tags sur les réseaux sociaux, etc. C'est une manière aussi d'agir. Et je dirais juste deux choses sur les moyens d'action en tant qu'individu. Premièrement, ce serait vraiment utiliser votre talent. Genre, en fonction de la force que vous avez, parce qu'on a besoin de tout. Donc, il ne faut pas devenir l'activiste qu'on n'a pas nécessairement. Genre, si votre talent, ce n'est pas d'organiser une grève pour le climat, n'essayez pas de le faire, il n'y a pas de souci. On a besoin de personnes qui puissent filmer, on a besoin de personnes qui sont hyper fortes en com, mais on a aussi besoin de sportifs qui puissent aller dans ce milieu-là pour partager la manière à quoi ressemble le sport de demain quand on respecte les limites planétaires. On a vraiment besoin de tout le monde. On a besoin d'entrepreneurs, d'économistes, de politiques. Enfin, tout le monde, avec son talent, peut contribuer à sa manière de faire de l'activisme. Et la deuxième chose, par contre, c'est, je dirais, même dans ce talent-là, moi, j'essaie de vraiment prôner de sortir de notre zone de confort. Parce que on ne pourra pas faire changer les choses si on reste, par contre, dans son confort. Il va falloir qu'on soit un peu dérangé parce que le changement, ça dérange. Et donc, c'est ça que je prône aussi, en tout cas moi, dans mon activisme quotidiennement, c'est je sors de cette zone de confort pour sortir aussi de mon privilège, de pouvoir le questionner et de me dire, en fait, à quoi ressemble ce changement. Et si le changement est dur, probablement que l'activisme doit l'être aussi à un moment donné. Donc, même si je me sens à l'aise en utilisant plutôt les talents que j'ai de mon activisme et que j'ai écrit ma définition d'activisme comme chacun d'entre nous peut le faire, j'essaie constamment de pousser cette définition en sortant de ma zone de confort pour que l'impact grandisse. Et donc, c'est vraiment jouer sur cette balance-là qui, je pense, nous permet aujourd'hui, en tant qu'individu, d'avoir un impact qui nous dépasse complètement. Moi, j'aime bien cette notion de zone de confort. On pourra parler pendant des heures. Hein. D'ailleurs, je reconnais la sportive. C'est ça. Parce que les sportifs sortent souvent de leur zone de confort pour progresser. Donc, c'est quelque chose, c'est aussi un entraînement qu'on peut avoir. Donc, c'est parfois faire un petit pas dans une direction, puis revenir dans sa zone de confort, puis ressortir, qui permet d'aller de plus en plus loin dans l'effort ou dans ce cas-ci, dans l'activisme. Donc, je trouve que c'est pas mal comme métaphore. Et justement, j'ai envie de te poser une question, c'est il y a plein d'étudiants ou de jeunes adultes qui vont nous écouter, qui soit vont rentrer dans le monde du travail, soit ils sont déjà.
Ouais. Et ce monde du travail, finalement, ça représente quand même, pour la majorité des gens, enfin pour beaucoup de gens en tout cas, une énorme quantité de temps qu'ils consacrent. Et qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil ou en tout cas comme inspiration? C'est vraiment une très bonne question parce que c'est exactement la période de la vie dans laquelle je suis maintenant. Moi, je viens de finir mes études il y a quelques mois. Tous mes amis ils sont un peu en train de soit de recherche de travail ou ils ont commencé un travail et ils se posent des questions en se disant soit ils ont trouvé un truc hyper aligné à leurs valeurs et ça a énormément de sens et du coup ils donnent tout et leur travail en fait ça fait partie de leur vie donc c'est magnifique parce que c'est hyper satisfaisant. Mais il y a aussi certains de mes potes évidemment qui sont rentrés dans une case dans laquelle ils sont pas hyper à l'aise et ils donnent leur talent en fait pour des causes pour des projets qui vont complètement à l'encontre de leurs valeurs ou de ce qui leur paraît juste. Et là, je sens un inconfort très très présent qui en fait représente l'inconfort plus global que beaucoup d'entre nous peuvent ressentir, peu importe notre âge. C'est pas qu'au début de notre carrière. Et là, on a des réelles conversations de c'est à quel moment que tu sors de ça. Est-ce que tu vas chercher un peu d'expérience et après tu reviens? Évidemment, chacun d'entre nous, aussi en fonction de notre privilège, prend la décision. Mais moi, je prône réellement de sortir de là le plus vite possible. Vraiment. On a des talents. Si on a la chance de pouvoir prendre une décision, même de plusieurs travails ou peu importe, on a un talent à offrir. Et quand les entreprises ou les différentes boîtes ou les différents milieux qui recrutent cherchent ces talents. Et donc, il faut pouvoir l'offrir, si on a le privilège, il faut vraiment pouvoir l'offrir à ceux qui prennent des risques de changement qui sont nécessaires aujourd'hui. Et eux, ils ont besoin de super avocats, ils ont besoin de super entrepreneurs, ils ont besoin de super économistes, ils ont besoin de tout le monde en fait, ils ont besoin de chacun d'entre nous. Et donc, je dis pas que le marché du travail est facile, sincèrement, je souligne le privilège que ça peut être, mais si on a ce privilège-là, il faut le faire. Il faut en sortir le plus vite possible des cases qui, au final, nous prendront pour le reste de notre vie, qui prennent notre talent et il faut vraiment l'offrir à ceux qui osent encore aujourd'hui faire autrement, qui osent avoir la vision du changement alors que ça paraît être à contresens, alors que c'est eux qui prennent la bonne direction. Nous, en tant que jeunes, on peut montrer qu'on le fait et surtout, on n'est pas les seuls à le faire. Enfin, je veux dire, énormément de jeunes font ça aujourd'hui. J'entends des grandes entreprises qui m'aiment pas trop, parce que moi je les aime pas trop, qui prônent, on va dire, pas une économie hyper viable pour l'environnement, qui me disent, parce qu'on a quand même des contacts, c'est hyper dur de trouver des talents aujourd'hui, parce que vous, les jeunes, vous avez trop de... allez, vous cherchez un job avec du sens, vous avez trop de valeur. Et moi, je vous dis, chers jeunes, restons comme ça. Restons la génération qui prône les sens, les valeurs, quand on est dans un entretien, qu'on ose poser des questions sur les objectifs, justement, de comment est-ce que cette entreprise fait pour se mettre dans les limites planétaires. C'est exactement le type de question qui a un impact colossal. Donc, juste poser ça comme question déjà à l'entretien, c'est déjà un bon début. Et puis, je dirais, si vous avez le privilège, vraiment, offrez votre talent à ceux qui en ont besoin. Parce que vraiment, beaucoup d'entre nous, on a besoin de vous. Faut-il encore connaître ses talents, hein, c'est toujours aussi... C'est vrai. Et c'est une découverte, et du coup, c'est un voyage. Et je veux dire, ça va prendre du temps. Et donc, soyons pas trop durs avec nous-mêmes aussi. Vraiment, je veux dire, on va pas s'auto-flageller. Mais justement, c'est un questionnement qu'on doit avoir constamment en tête. Et il faut qu'on se sente à l'aise avec le travail dans lequel on est, parce que ça fait partie de notre vie. Et on n'est pas juste en train de chercher un travail. On est tous sur cette terre, littéralement en train de faire face à les pollutions auxquelles on n'a jamais autant fait face, des pollutions qui dépassent l'imaginaire qu'on aurait pu avoir. On est littéralement intoxiqué, on est en train de mourir de pollution de l'air, toute notre eau est même pas bonne à boire. Enfin, je veux dire, on n'est pas juste en train de chercher un travail. On est dans une société qui est littéralement en train de mourir, et donc on doit aussi se dire, c'est quoi la place qu'on veut jouer ici ? Est-ce qu'on veut juste pouvoir vivre notre vie, ou est-ce qu'on veut pouvoir contribuer à ce changement qui est, dans tous les cas, il va se passer.
On est littéralement en train de se tuer si on continue à ne pas y faire face. Donc, dans tous les cas, ce changement va se passer. Donc, c'est à nous aussi de se dire où est-ce qu'on se met dans cette histoire. C'est pour ça que l'activisme ou l'engagement, si le mot activisme peut faire peur, l'engagement, il est infini. Ça va être un travail de longue haleine, c'est un engagement de vie, mais l'impact qu'on a, parfois, on peut même pas le voir. Et je pense qu'il faut vraiment souligner ça quand on se dit, OK, je vais essayer ou je vais essayer de m'engager. On sait que c'est un spectre et que du coup, on peut aller là où on se sent à l'aise. Moi, je prône vraiment l'idée de se dire, engagez-vous et surtout, regardez pas derrière l'impact que ça a. Genre, juste, il faut avancer. Parce qu'on ne peut pas savoir si les graines qu'on plante, elles vont semer ou pas. Est-ce qu'elles vont grandir? Est-ce que ça va devenir des fleurs? On l'espère. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas planter. Ça, c'est sûr. Donc vraiment, continuez à le faire, peu importe si vous voyez ou pas l'impact que vous avez. Et peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on peut faire pour se renseigner plus, puisque tu l'as dit pendant l'interview, finalement, c'est un sujet que la société est en train de découvrir. Et est-ce que tu peux pointer éventuellement une ou deux ressources qui peuvent être intéressantes pour aller creuser le sujet des polluants éternels? Oui, déjà, si vous êtes jusque maintenant encore dans ce podcast, cette vidéo, félicitations, parce que ça veut dire que vous êtes déjà très intéressés et continuez à faire ce genre de recherche, d'écoute, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à se renseigner. Je dirais vraiment prôner le documentaire Toxic Bodies de Camille Etienne. C'est la base pour aller chercher le début des informations. C'est très très bien fait, c'est fait finement, il y a énormément d'experts. Il y a un super podcast PFAS de Le Monde aussi qu'on peut retrouver, qui c'est juste 20 minutes je pense, hyper intéressant pour savoir les enquêtes que Le Monde a fait autour de ça. Et Le Monde, c'est un magazine français, mais l'enquête est faite à Anvers, en Belgique. Donc, si vous êtes belge, ça nous concerne complètement, parce qu'il faut aussi noter que la Belgique est beaucoup plus contaminée par les PFAS que la France. Donc, c'est encore pire chez nous, malheureusement. Mais donc, je ne veux pas finir sur une mauvaise note. Mais non, mais pour dire c'est cool, on a encore plus d'engagement à faire ici. Donc, on peut être encore une force on peut être un exemple aussi pour le monde de montrer comment nous, on va s'en sortir. Je suis persuadée qu'on peut le faire. Et donc, je dirais, en tout cas, ces deux sources-là. Et puis, n'hésitez vraiment pas à nous soutenir à travers nos réseaux sociaux, donc aussi mes réseaux sociaux, parce que nous, on lance cette campagne ici en Belgique. Ça va nous prendre quelques années. On la lance aussi à un niveau européen, donc avec cette coordination de plein d'activistes à travers l'Union européenne. Et donc, on aura besoin de masse, on aura besoin de vous. Donc, soutenez-nous sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez carrément rejoindre la campagne, vous pouvez nous rejoindre sur le site The Bridge ASBL, donc le pont en anglais. Et là, nous envoyer un petit message et vous en ferez partie. On ne manquera pas en tout cas d'en faire partie. Merci. Merci beaucoup merci pour ton ce temps ouais. et d'avoir dédié ce temps aux polluants éternels. Merci beaucoup et on se revoit bientôt. Très vite. Merci. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si vous voulez approfondir le sujet, on vous met des infos et des ressources en description. Pour nous aider, il y a vraiment une chose à faire. Abonnez-vous. Merci et à très vite pour la suite.